50% de l'humanité vit dans des villes. Et si on en croit les projections d'aujourd'hui, dans 30 ans, 3/4 de l'humanité vivra dans les villes. Les villes sont des systèmes complexes, sans doute les plus complexes que l'homme ait construits jusqu'à présent. Il est donc important d'essayer de les comprendre quantitativement, et ça, c'est sans doute possible grâce à l'afflux de données de plus en plus important sur ces systèmes. Aujourd'hui, je vais parler d'un aspect plus simple. Je vais m'intéresser, dans un pays, à la population d'une ville I, un certain temps T. C'est donc la population d'une aire urbaine dans un pays, comme la France par exemple. Est-ce qu'on peut écrire une équation qui décrit l'évolution de cette quantité? Alors, une ville, évidemment, a une complexité qui n'est pas décrite uniquement par la population, mais malgré tout, la population est un bon déterminant des villes. Si je vous dis qu'une ville a 100 000 habitants, 1 million ou 10 millions, on a instantanément une image de ce que c'est cette ville. Est-ce qu'elle a plusieurs gares, plusieurs aéroports, etc. Donc malgré tout, c'est une quantité simple qui nous dit pas mal de choses sur une ville. Alors, la recherche d'une équation telle que celle-ci doit satisfaire à plusieurs choses et doit nous expliquer plusieurs choses. En particulier, le premier point que cette équation doit expliquer est la loi de Zipf, essentiellement décrite en 1949. Cette loi, très simple, nous dit que si on range les villes par ordre décroissant, donc la population P1 est la ville la plus grande, supérieur à P2 et ainsi de suite, jusqu'à Pn, si on a n villes dans ce pays. Zipf a construit un graphe très simple et a essentiellement mis la population en fonction du rang. Donc ici, la ville la plus grande a le rang 1, la deuxième le rang 2, ainsi de suite. Il a simplement tracé cette population en fonction du rang. Et ce qu'il a trouvé en général, c'est une droite de cette forme, en log-log, même une loi de puissance. Et voici l'exemple du cas français, où on voit bien que les villes françaises s'alignent sur cette espèce de droite, et c'est ce qu'on a vu sur un très grand nombre d'exemples. Alors, la forme de ce graphe est essentiellement 1 sur R à une certaine puissance, avec cet exposant alpha qui est proche de 1. Autrement dit, Zipf a observé, et de nombreux auteurs depuis, que la population d'une ville est à peu près inversement proportionnelle à son rang. Alors il y a plusieurs conséquences de cette loi. La première, c'est qu'on a une organisation hiérarchique du système de ville. C'est-à-dire que la population de la ville la plus grande sur la population de la deuxième ville plus grande est égale à 2. Et ainsi de suite. On a donc une espèce de cascade d'organisation hiérarchique de toutes les villes. L'autre conséquence, c'est que la distribution de probabilité, la distribution de cette population est une loi. Alors on peut montrer qu'elle est essentiellement 1 sur P au carré, c'est-à-dire que c'est le contraire d'une loi gaussienne, par exemple, où toutes les villes auraient à peu près la même taille. On a une très grande diversité de taille des villes. Et en particulier, cela signifie qu'on n'a pas d'optimum. Donc un raisonnement naïf qu'on pourrait faire, qui est qu'une ville va finalement résulter d'une espèce d'équilibre entre un coût et le bénéfice. Le bénéfice, c'est que les personnes soient ensemble, proches les unes des autres, et le coût, qui est par exemple lié à la congestion dans les transports, conduira à un optimum. Cette idée est fausse. Les villes, très certainement, ne sont pas en équilibre et ne satisfont pas un optimum. Et on voit d'ailleurs, c'est ce que nous dit la loi de Zipf, on voit des tailles, on voit des villes de toute taille possible. La seconde chose que doit pouvoir nous expliquer cette équation est la dynamique des villes. Les villes voient leur population évoluer dans le temps, augmenter, même parfois de manière abrupte, et une équation que l'on recherche doit pouvoir expliquer ces fortes variations. Afin de les caractériser, on peut construire ce qu'on appelle l'horloge des rangs. Donc pour ça, on construit sur un disque, on va placer sur un axe ici la ville la plus grande qui a le rang 1, ensuite le rang 2 et ainsi de suite. Et le temps va être en fait l'angle dans cette horloge. Autrement dit, on va pouvoir suivre la trajectoire d'une ville qui sera quelque chose comme ça.
Et ce type de représentation va nous permettre de voir assez rapidement quelles sont les villes qui ont des rangs qui restent constants, qui diminuent, ou au contraire qui augmentent, ou qui possèdent de grandes fluctuations. Voici par exemple le cas français pour quelques villes où on voit l'exemple de Decazeville qui a vu son importance décliner dans les années 70 à la suite d'un arrêt d'exploitation minière. Au contraire, le cas d'Aigues-Mortes, qui grâce à la Grande Motte a explosé et a vu sa population augmenter. On voit dans l'histoire des villes de fortes fluctuations de ce type. Ainsi, l'exemple de San Francisco, dont la population en 1949 est passée de 1000 habitants à 25 000 habitants, dû à tous ces chercheurs d'or, est un exemple de ce type d'énormes fluctuations. On voit aussi des fluctuations dans l'autre sens, des villes qui disparaissent. Le cas de la ville de Hashima, sur une île, a vu aussi sa population diminuer et même disparaître à la suite de l'arrêt des activités minières. Donc on voit des fortes fluctuations des villes et une équation telle qu'on la cherche doit pouvoir expliquer ces variations. Afin de pouvoir trouver cette fameuse équation qui décrit l'évolution de la population des villes, on va faire le bilan. Quelles sont les causes de variation de population d'une ville ? Alors pour cela, on peut représenter un pays donné qui a ses villes à l'intérieur, par exemple une ville I et une ville J, et faire le bilan de ce qui peut se passer pour la ville I. La première chose, c'est une espèce de croissance ou diminution qui fait simplement le bilan démographique des décès et des naissances. Donc si je voulais écrire la variation dans le temps de la population de cette ville I, j'ai donc ce premier terme qui est donc le bilan démographique. Ensuite, un autre terme assez évident sont les migrations internationales. Donc des personnes peuvent venir d'un autre pays, s'installer directement dans cette ville, ou au contraire, des habitants de cette ville I peuvent changer de pays. Donc ça, c'est le deuxième terme, les migrations internationales, et qui en général sont très très faibles. Donc ce terme, on peut même en général le négliger ou l'incorporer dans le bilan démographique. Ce n'est pas un terme très important. Une autre source de variation de la population des villes sont les migrations interurbaines. Donc ce sont les individus qui déménagent d'une année à l'autre, vont d'une ville I à une ville J et inversement. Et on a donc une espèce de bilan. On peut sommer sur toutes les villes J et on a le flux d'individus qui vont de J vers I, moins les individus qui partent. On a donc essentiellement ces trois termes et sont les trois sources possibles de variation de la population d'une ville. Donc si on arrive à les décrire, c'est gagné, on a notre équation. Alors ce terme-là, ces deux premiers termes, on va les écrire comme un taux de croissance état, qui est le taux de croissance, juste la variation, le nombre d'individus par habitant en plus chaque année. Et ce second terme, en vous passant les détails mathématiques, on peut l'écrire sous la forme d'une constante fois la population à une certaine puissance, et puis surtout fois une variable aléatoire qui va décrire les fluctuations de ces migrations interurbaines. Donc, à ce stade-là, on a les données, il faut regarder qu'est-ce que c'est cette quantité état, ce taux de croissance de la population due aux naissances et décès, et qu'est-ce que c'est cette quantité aléatoire qui décrit les fluctuations des migrations internationales. Le bilan donc, des variations de population nous a donné donc, ces deux termes. La variation de population est donc égale à la somme de deux termes. Le premier, c'est la variation due au bilan démographique simplement dans chaque ville, qui est ce terme-là, avec ce taux de croissance état qu'on ne connaît pas, qui est une quantité aléatoire. Et puis le second terme qui, lui, décrit les migrations interurbaines et qu'on peut réécrire sous cette forme avec zeta, qui est une variable aléatoire aussi, qui décrit les fluctuations d'une année à l'autre des migrations interurbaines. Alors, grâce aux données qui sont de plus en plus accessibles pour différents pays, alors on a regardé la France, le Canada, les USA et le Royaume-Uni depuis les années 2000,
on a pu étudier ces quantités. La première chose qu'on a vue, c'est que cette distribution, la distribution de ce taux de croissance eta, P de eta, a une forme typiquement gaussienne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une moyenne qui est le taux de croissance moyen de la population d'une année à l'autre, et puis une certaine dispersion autour de cette moyenne, rien de particulier. Donc finalement, ce terme n'est pas très intéressant. On a d'une année à l'autre des petites fluctuations autour d'une moyenne, on a un taux de croissance moyen dans la ville, rien de spécial. Donc finalement, on comprend déjà à ce stade que ce terme ne va pas nous expliquer les grandes fluctuations qu'on observe, ne va pas être suffisant pour expliquer la dynamique un peu turbulente qu'on observe dans de nombreux cas. Alors, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est ce deuxième terme, cette quantité zeta. Tout d'abord, sa moyenne, si on regarde la moyenne sur toutes les villes et le temps, est nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que les migrations interurbaines sont nulles en moyenne. On a autant de personnes qui viennent que de personnes qui partent. Ça, c'est vrai. Alors, même si sa moyenne est nulle, on observe malgré tout de grandes variations et on s'aperçoit que cette quantité est distribuée de manière très large. Autrement dit, on a une loi de puissance, P de zeta, par exemple pour la valeur absolue, étant 1 sur zeta à une certaine puissance nu, avec cet exposant nu qui est proche de 1. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement que cette quantité est bien nulle en moyenne, mais qu'on observe des événements qui sont assez rares, mais non négligeables, pour lesquels les migrations internationales peuvent être très grandes, soit très positives, tout d'un coup on a un afflux, comme San Francisco, un afflux d'un très grand nombre de personnes, ou au contraire, quand zeta est négatif, une très grande valeur négative indique un départ en masse dû à un accident ou à l'arrêt d'une activité industrielle. Voilà ce que les données nous indiquent. On a maintenant, cette équation est complète, on a un taux de croissance gaussien, et ici, pour les migrations internationales, des fluctuations énormes décrites par ce qu'on appelle une loi de Lévy, qui est simplement une loi très large qui possède de très grandes fluctuations. On a donc trouvé notre équation de croissance des villes et on a vu qu'il y a ces deux termes les plus importants. Le premier qui est juste une croissance par petits incréments, une croissance gaussienne, et ce second terme dont on a vu qu'il est distribué, cette quantité aléatoire zeta, de manière très large et donc possédant de très grandes variations. Alors quelles sont les conséquences de cette équation? La première chose, c'est que tout d'abord c'est une équation très compliquée. On ne sait pas la résoudre en général. On peut la résoudre dans quelques cas un peu simplifiés. Et ce qu'on voit, c'est que la loi de Zipf n'est pas valable en général. Ce qu'on voit, en général, c'est un mélange de tout un tas de choses. Si on construit le petit graphe de Zipf, la population en fonction du rang, on voit un comportement et un exposant qui dépend de tous ces paramètres qu'il y a dans l'équation. Alors, c'est vrai qu'on observe, en général aussi, on peut le montrer, quelque chose qui va être proche de 1. Donc, la loi de Zipf a l'air d'être vérifiée. Mais finalement, ce qu'on mesure dépend du bruit, d'effets de taille finie, le fait que les villes ne sont pas toutes énormes, et aussi de cet exposant que j'ai introduit tout à l'heure qui décrit les fluctuations, les migrations interurbaines. Donc finalement, la loi de Zipf est vraiment un artefact dans ce cas. On a l'impression de voir quelque chose, mais l'organisation de ce système de ville n'est pas aussi simple que la loi de Zipf le prévoit. On a une organisation plus complexe et le rapport des populations n'est pas simplement donné par le rapport de leur rang. Donc ça, c'est la première conclusion importante et qui finalement clôt une controverse qui a quasiment 100 ans maintenant. La seconde remarque importante est que naïvement, ce terme, on a vu qu'en moyenne est nul, et on pourrait donc écrire une équation simplifiée qui serait de la forme dpi sur dt égale état de pays. Alors, c'est intéressant de noter que, effectivement, si on oublie ces fluctuations, on se retrouve avec cette équation qui a été effectivement décrite d'abord par Gibrat dans les années 30, à peu près, et qui a été ensuite reprise par un économiste français qui s'appelle Xavier Gabet en 2000 pour expliquer la loi de Zipf. Alors Gabet avait rajouté la condition qui n'est pas vérifiée empiriquement, que les populations des villes ne peuvent pas descendre au-dessous d'un certain seuil.
Autrement dit, que les villes ne peuvent pas disparaître. Donc c'est intéressant de voir que finalement, ces deux approches ont loupé quelque chose qui est vrai en moyenne. En moyenne, on n'a pas ce terme de migration interurbaine, mais du fait des énormes variations, des fluctuations énormes, on ne peut pas le négliger. Et cette approximation, dire qu'en moyenne c'est nul, donc on peut l'oublier, s'avère être très très fausse finalement. Les migrations interurbaines sont donc extrêmement importantes, on ne peut pas les négliger, et c'est elles qui vont même nous expliquer la dynamique de ces villes. Donc c'est le second point important. Cette équation doit être capable de rendre compte de la dynamique un peu intermittente, turbulente des villes. Et on voit sur le schéma ici, qui représente les horloges des rangs pour le cas français, on voit effectivement tout à gauche le cas français avec d'énormes fluctuations du rang des villes. Et au milieu, on a représenté ce modèle de Gabet qui finalement néglige les fluctuations des migrations interurbaines. Et effectivement, ce modèle n'est pas capable de décrire correctement ces fluctuations de rang. Enfin, dans le schéma tout à droite, on représente ce modèle de Lévy qui incorpore ces fluctuations énormes dues aux migrations interurbaines. Et on voit qu'effectivement, ce modèle est capable de rendre compte des turbulences, des bouffées intermittentes, des changements de rang qu'on observe dans la réalité. Donc cette équation est effectivement capable de rendre compte des grandes fluctuations de la dynamique. Et une conséquence pratique finalement importante, c'est que le destin d'une ville n'est pas figé. Et ça, c'est peut-être la leçon optimiste de toute cette étude, c'est que finalement, le rang d'une ville n'est pas juste dû à l'accroissement, dû à la natalité, au bilan naissance-décès, mais dépend d'événements extérieurs, l'installation d'une nouvelle usine, d'une nouvelle activité, ou au contraire, dans les cas négatifs, un accident ou ce genre de choses, mais le destin n'est pas figé. Et ça met en avant l'importance de la planification qui a un effet majeur sur les villes. Et c'est là où c'est un message optimiste. On peut changer ce qui se passe dans une ville en décidant d'implanter de nouvelles activités et on n'est pas sujet aux petites fluctuations sans pouvoir rien faire. On a donc ici une étude théorique qui part, disons, de considération de principes premiers, qui utilise les données et qui aboutit à un message vraiment pratique et optimiste. Les villes sont ce qu'on fait d'elles.